Bonjour. Vous êtes en communication avec le répondeur automatique de quelqu'un qui n'est pas au bout du fil ou qui, pour diverses raisons, se refuse à répondre. Si vous me connaissez, vous savez que la voix qui parle en ce moment n'est pas la mienne. Un des avantages du répondeur, outre celui de préserver l'intimité, est d'assurer l'impunité. Cette voix est une voix louée. Elle appartient à une de ces personnes, il y en a des milliers, qui, en échange de quelques billets, sont disposées à prêter leur âme. Ce n'est pas ma voix. Mais si vous ne me connaissez pas, si c'est la toute première fois que vous faites mon numéro, tout cela ne doit pas vous affecter. Disons alors qu'en théorie, je ne suis pas là, ou qu'une anomalie physique m'empêche d'atteindre l'appareil, ou que, tout simplement, je n'en ai pas envie. Il se peut également que je ne sois plus de ce monde. Vous avez lu le journal? Vous avez écouté les informations? Il y a eu un accident horrible aux premières heures de la matinée. Non, ne raccrochez pas. Ce n'est pas la peine que vous alliez regarder le journal ouvert sur la table. Vous ne trouveriez pas mon nom sur la liste des victimes. Ne raccrochez pas. Je reconnais que c'est une blague de mauvais goût, mais ne le prenez pas mal. Récapitulons. Je vous disais que vous étiez en communication avec le répondeur automatique de... Bon, ça, vous le savez déjà. L'essentiel est qu'en ce moment, vous ne parlez pas. Vous vous en rendez compte? Cette relation infime qui dure depuis un peu plus d'une minute est fondée sur un mensonge et vous l'avez avalé. Non, ne raccrochez pas. Vous ne devez pas non plus douter de ma santé mentale. Retenir votre attention aussi longtemps est une incontestable preuve de lucidité. Je vous ai dit tout cela parce que j'aime jouer franc jeu. Maintenant, vous vous étonnez. Vous faites appel à vos souvenirs immédiats, car cette idée de jouer franc jeu est inévitablement associée à une menace éventuelle. Mais ne vous tracassez pas. Il n'y a pas de menace, ni même d'avertissement. Du moins, pour le moment. Je vais vous expliquer ce que signifie jouer franc jeu, et pour cela, j'aurai recours à la source de notre culture, le cinéma. Vous avez vu comment font les policiers pour localiser les appels d'un criminel? Ils conseillent à la victime de le laisser parler, de lui délier la langue pendant au moins 2 minutes, le temps nécessaire à l'ordinateur central de la police pour travailler en accéléré en éliminant les possibilités. Il ne lui en faut pas plus pour trouver l'endroit exact d'où appelle le criminel. 2 minutes. Le temps, c'est de l'or. Pourquoi je vous dis tout cela? Je vous répète que j'aime jouer franc jeu. À côté du répondeur automatique, j'ai un ordinateur beaucoup plus efficace que celui de la police. Et je sais d'où vous m'appelez. Ça vous étonne? Allons, la technologie est aujourd'hui à la portée de n'importe qui. Je suppose que vous souriez maintenant, et c'est parfait. Tout comme je suppose que vos nerfs sont tendus, et vous disent que cette mauvaise blague a assez duré. C'est vrai, mais, et là je vous préviens, vous devez continuer à écouter cette voix, qui n'est pas la mienne, jusqu'à ce que le signal vous dise que c'est à votre tour de parler et qu'enfin le mensonge s'achève. Le moment est venu d'être sincère. J'ai gagné du temps, d'abord pour savoir d'où vous m'appeliez, puis pour évaluer quel genre de personne vous êtes. Non. À cet instant, je devine votre expression de stupeur, et je vous assure qu'elle est absolument injustifiée. Et mais puisqu'on se connaît, ne se justifie pas davantage. Il faut que vous sachiez que seule la distance permet une véritable connaissance. Et quant à ce respectueux vouvoiement, eh bien, c'est le rituel qui l'exige. Non, ne raccrochez pas, ce serait bête. La petite blague va un peu trop loin, qui vous vient aux lèvres, n'est pas digne de votre talent. Non, car écouter est un vrai talent, et ceux qui le possèdent se comptent sur les doigts d'une main. Pour la dernière fois, je vous répète que j'aime jouer franc jeu. Vous continuez à écouter une voix qui n'est pas la mienne, et il y a déjà un bon moment que je ne suis plus chez moi. Je me dirige vers l'endroit d'où vous m'appelez.
Il est fort possible qu'en chemin je m'arrête pour acheter des fleurs ou une bouteille de champagne ou une cravate en soie ou des boucles d'oreilles en forme de pan. Ce sont les détails qu'exige le rituel. Mais il est également possible que j'ai fait une halte dans une armurerie et que maintenant je monte l'escalier qui conduit à votre appartement en dissimulant un monstrueux couteau à lame dentelée et doublement striée. Un de ces couteaux que, encore les références culturelles cinématographiques, nous avons vus dans les mains de Rambo ou quel que soit le nom de ce grotesque boucher nord-américain. Non, ne raccrochez pas, votre tour arrive, enfin. Après avoir entendu les 3 signaux électroniques, vous pourrez enregistrer votre message. Vous disposez de 3 minutes, mais avant de le faire, et ce sera là la preuve définitive que j'aime jouer franc jeu, je vous conseille d'aller à la porte et de décider si vous la laissez légèrement entr'ouverte, comme une invitation, ou si vous la fermez en plaçant la chaîne et en donnant 2 tours de clé. Cette décision vous appartient. Je ne peux ni ne dois y prendre part. Rappelez-vous que la voix qui vous parle est une voix louée par quelqu'un qui ne se trouve pas au bout du fil. Rendez-vous manqué avec soi-même. Dimanche de pluie. Dans la rue, il pleut. Et vous êtes debout devant votre porte, à attendre que la cigarette finisse de se consumer entre vos lèvres. Vous vous demandez où vous pourriez bien aller. Aujourd'hui, c'est dimanche, et les dimanches sont coupables de la solitude des trottoirs. Vous tenez un parapluie dans une main. C'est un parapluie noir qui, replié, a quelque chose d'un oiseau sinistre. Vous ouvrez le parapluie sans vous soucier de bien le secouer, et vous voilà responsable de tous ces souvenirs qui vous tombent sur la tête. Vous commencez à marcher sous le parapluie et vous sentez qu'il est trop grand. Vous éprouvez la même sensation d'architecture abandonnée en contemplant le siège vide de l'auto ou la moitié du lit vide, inutilement grand. Cette solitude des lits où poussent si fertilement les champignons de l'oubli. Au-delà du parapluie tombe la pluie, mais sous le parapluie pleuvent les réminiscences de jours dont on ne peut se souvenir sans se sentir coupable de n'avoir pas pris les précautions nécessaires. Vous continuez à marcher sous le parapluie. Vous le changez de main, vous faites tous les trucs inutiles d'un homme seul un dimanche matin. Vous essayez de vous convaincre que vous occupez tout l'espace, qu'il ne manque rien, ni personne, sous la toile noire. Mais vos astuces ne font qu'accroître votre solitude de marcheur dominical. Vous percevez alors l'écho de vos pas. Ce rythme qui scande les marches forcées, fouet de galériens ou roulement de petits tambours en fer-blanc qui accompagnent Guignol jusqu'à la guillotine. Vous éprouvez alors un désir irrépressible de pleurer. Et naturellement, vous pleurez. Il suffira de baisser le parapluie jusqu'à ce que la perspective luisante de la rue soit effacée par la toile noire sur laquelle s'arrêtera votre regard. Et vous ne verrez plus que le jeu des baleines, cette ossature argentée de chauve-souris matinale. Et si vous craignez que quelqu'un vous voie, il vous suffira de refermer discrètement le parapluie sur votre tête enfouie entre les baleines, comme si vous étiez en train de vérifier la perfection du mécanisme, tandis que la pluie tombe sur vos épaules, qui tressaillent parfois, et que vos larmes se confondent avec l'humidité de la toile. Rendez-vous d'amour manqué. En haut, quelqu'un attend des gardenias.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Je suis devant ta porte, impeccablement habillée, avec un bouquet de gardénias à la main. J'ai l'intention de sonner, d'attendre quelques secondes et de voir apparaître ton visage dans l'encadrement avec une expression de surprise cynique, car nous savons tous les deux que tu m'attendais. J'ai l'intention d'entrer. Bonsoir, comment vas-tu? Premier pas, tapis blanc, fauteuil, café, cigarette turque sur la table, compliments pour le choix des cendriers et des abominables reproductions de Picasso. Il y a quelque chose de martial dans le fait de chercher de l'index le tétin noir de la sonnette, d'entrer en contact avec la surface de bakélite, de la presser avec une certaine sensualité et de constater qu'on n'entend pas un son. Le doigt répète l'opération un peu plus rapidement. Il presse le bouton avec plus de force. Il reste quelques secondes à le presser. Mais on n'entend rien. Déduction immédiate, paranoïa défile. Alors, je recule de 20 centimètres, j'arrange mon nœud de cravate, vérifie la symétrie du bouquet de gardénias dont l'emballage commence à donner des signes d'instabilité. Je plie les doigts de ma main droite en un mouvement qui commence aux premières phalanges jusqu'à ce que la main prenne une attitude d'escargot volontaire. Je prends de l'élan, c'est-à-dire que ma main recule jusqu'à être paralysée par un mur d'air qui empêche un déplacement plus large, et elle s'apprête à tomber sur la surface blanche de la porte. Lorsque la main se trouve à quelques millimètres, elle s'arrête. Et je pense alors à toutes les possibilités. Il se pourrait que le bruit imprévu, toc-toc, t'effraie soudain. La terrible sensation de penser à un autre imprévu, le pressentiment de l'arrivée d'un souvenir enfoui il y a longtemps et la possibilité que tu lâches le vase de cristal que tu as certainement entre les mains en attendant les gardénias promis. Il se pourrait aussi que ma main prenne une force infinie et au deuxième toc traverse la porte avec un bruit d'éclats de bois qui tombent sur le linoléum, ou simplement qu'à cause des malfaçons du constructeur, la porte s'effondre au milieu des protestations de tes voisins, qui sortiraient dans le couloir en pyjama soigné avec des récriminations qui me rappelleraient que c'est l'heure du repos pour les gens bien. Au milieu de ces réflexions, ma main tremble, se tord d'incertitude. Il me semble sentir dans mon poignet comme une grimace d'effroi, qui est au fond de la peur et de la peine pour moi-même, car cela arrive chaque fois que j'essaie de sonner à ta porte. Alors, les gardénias se fanent en quelques secondes dans leur emballage transparent, et quand je passe le seuil du bâtiment, cette bouche me crache vers la solitude humide de la rue. Je m'en vais, la tête dans les épaules, éprouvant une fois encore la honte de la défaite. Et je peux t'entendre nettement, là-haut, pleurer les gardénias absents. Las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Café. Elle est sous la douche. L'eau tombe sur son corps et s'arrête en formant de soudaines stalactites dans l'abîme de ces seins que tu as embrassés si longuement. Tu mets le café dans le filtre, tu calcules la quantité d'eau pour 4 tasses et tu presses le bouton rouge. Tu entends le bruit de l'eau bouillonnante qui tombe goutte à goutte sur le café en formant une boue aromatique, ciment qui unit les pavés du matin.
las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Elle apparaît dans sa sortie de bain négligemment nouée. Tu peux voir ses cuisses luisantes, encore humides. Porque existe otro querer. Tu retires la cafetière, la portes sur la table, disposes les tasses, vérifie que les œillets restent dans leur position rosée d'agonisants. Ils ne sont pas aussi purement périssables que les roses de mai. Elle apparaît maintenant avec une serviette de toilette nouée en turban. Tu peux voir sa nuque, le cou lisse et frais qui sent le talc. Dépassant du ruban, une petite mèche échappe au séchage et colle à la peau en une étrange présence de blondeur pétrifiée. Elle s'assied, toi aussi, et en face de vous, le silence de toujours occupe sa place. Tu sers le café lentement, tu lui tends la tasse pleine, tu remplis la tienne. Du regard, tu lui offres ce qui se trouve sur la table, du pain, du beurre, de la confiture et d'autres choses qui à cette heure et dans ces circonstances te semblent totalement insipides. Tu constates qu'elle n'accepte rien, qu'elle allume simplement une cigarette et verse quelques gouttes de lait dans sa tasse de café. Avec la cuillère, tu te livres à de brefs mouvements giratoires qui forment des spirales, jusqu'à ce que tu constates la totale dissolution du sucre qui s'est enfoncé comme une poussière de miroir dans un puits, en silence, respectant le caractère intouchable de ce matin silence qui commence. Elle est finalement la première à goûter le café, et sa première idée, c'est que la tasse est peut-être sale. Elle lève les yeux, te regarde sans reproche, à l'instant même où tu bois la première gorgée et pense que la cigarette est peut-être responsable de ce goût pour le moment inqualifiable, mais c'est elle qui le dit. Ce café a un goût d'échec. Alors tu te lèves, lui arraches la tasse des mains, prends la cafetière et verse tout le liquide dans l'évier. Le café disparaît au milieu des bulles chaudes et il ne reste plus qu'une présence sombre qui borde le fond. Tu ouvres un nouveau paquet, calcules l'eau pour 4 tasses et restes debout à attendre que goutte à goutte se forme de nouveau la ration de boue matinale. Tu sers, elle goûte, te regarde avec tristesse, ne dit rien. Tu bois ta tasse et la regardes. Maintenant c'est toi qui t'exclames. C'est vrai ? Il a un goût d'échec. Elle dit avec bienveillance que c'est peut-être le sucre ou le lait, et tu cries que tu n'as mis ni sucre ni lait dans ta tasse. Elle allume une autre cigarette et repousse sa tasse jusqu'au centre de la table, tandis que tu sors tous les paquets de café du placard et que tu les ouvres avec la pointe d'un couteau. Frénétique, tu palpes la fine texture, goûtes, craches, jures, constates que tout le café de la maison a le même inévitable goût d'échec. Elle n'en a goûté aucun, mais elle le sait aussi. Elle te le dit sans parole. Elle te le dit de son regard perdu dans les dessins de la nappe. Elle te le dit dans la fumée qui s'échappe de ses lèvres. Tu reviens t'asseoir en sentant quelque chose comme une brique dans ta gorge. Tu veux parler. Tu veux lui dire qu'ensemble, vous avez bu beaucoup de café, au goût d'oubli, au goût de mépris, au goût de haine aimable et monotone. Tu veux dire que c'est la première fois que le café a ce désespérant goût d'échec. Mais tu ne réussis pas à prononcer un mot. Elle se lève, va dans la chambre, s'habille lentement et le clic de son bracelet parvient à tes oreilles. Elle va jusqu'à la porte, prend ses clés, son sac, le petit livre de voyage, pense à quelque chose avant d'ouvrir la porte, revient sur ses pas jusqu'à l'endroit où tu te trouves pour plaquer sur tes lèvres un baiser froid qui, même si tu ne veux pas le croire,
a le même goût d'échec que le café. Rendez-vous d'amour dans un pays en guerre. Ce soir-là, j'étais content. J'avais rendez-vous. Quelqu'un à toucher, à voir, à qui parler. Oublier notre pain quotidien, la mort. La femme me plaisait. Elle m'avait plu dès que je l'avais vue dans un café de Panama City. Ce jour-là, elle accompagnait l'homme massif qui nous avait donné les instructions et les mots de passe pour aller au Costa Rica et de là rejoindre à la frontière nord le gros de la brigade. La femme n'avait pas parlé pendant notre conversation. Même au moment du départ, elle était restée silencieuse. Une forte poignée de main, rien d'autre. Ce jour-là, Pablo était avec moi, et une fois nos contacts partis, nous avons bu quelques Cuba Libres. « Elle t'a plu ?» me dit-il. « Évidemment, c'est normal, non ? Il y a toujours des femmes qui nous plaisent. Attention, mon vieux, il vaut mieux l'oublier. Et je n'ai pas dit que j'étais amoureux, tant mieux. N'y pense plus. » Pablo est mort quelques jours après avoir passé la frontière, et je me suis réjouie de ne pas être avec lui quand c'est arrivé. Ce fut horrible, comme toutes les morts. Je l'ai appris par un communiqué de guerre, et plus tard de la bouche d'un camarade qui m'a raconté les détails. Mais je ne pensais pas à Pablo en allant à mon rendez-vous. Je pensais à la femme. Il y avait maintenant des mois que je n'avais pas tenu dans mes bras un corps tiède, doux, quelqu'un qui me pose des questions, quelqu'un qui réponde aux miennes. Il y avait trop de temps que je n'avais ni donné, ni reçu un peu de tendresse. Le temps suffisant pour devenir une bête dans la guerre. Elle m'a parlé pendant que nous faisions la queue pour recevoir nos munitions. Nous nous connaissons. Tu te souviens ? Bien sûr que je me souviens. Je peux te dire combien de pieds avait la table du café à Panama City. Parfois la mémoire n'est pas une bonne compagne. Il faut savoir oublier vite. Après avoir pris nos munitions, nous sommes allés nous asseoir à l'ombre, sur la place. Et ça doit être une jolie ville quand il n'y a pas la guerre. Une ville où on peut profiter du coucher de soleil en sentant sur son dos la brise du lac. C'est une jolie ville. Je suis d'ici. Tu as de la famille ici ? Je préfère ne pas parler de ça. Ça va. Comme tu voudras. Une dernière question. Où est le camarade qui était avec nous à Panama ? Mort, répondit-elle. Je regrette. C'est tout ce que je réussis à dire. Moi aussi. Même si nous ne vivions plus ensemble. Tu es seule ? Sans dire un mot, elle me fit comprendre que oui. Et quand je lui caressai le visage, elle ferma les yeux. Le soleil tapait fort quand j'arrivais à mon poste. Et c'était tant mieux. Sinon, ces insupportables moustiques m'auraient rendu fou. Je devais surveiller le prisonnier qu'on allait juger le lendemain. Tout ce que je savais de lui, c'est que c'était un mouchard, un informateur de la garde, et qu'à cause de lui, beaucoup des nôtres étaient tombés. Beaucoup d'autres aussi, pour la simple raison qu'il vivait à Rivas. Je posai mon fusil contre le mur de tôle, et je m'assis sur le sol caillouteux. J'avais soif, et en faisant attention que personne ne me voie, je sortis la bouteille de rhum de la poche de ma chemise. L'alcool était interdit aux combattants, enfin formellement interdit, mais il y avait toujours moyen de se procurer quelque chose à boire. Il était bon, le rhum nicaraguayen, fort et un peu doux, avec un goût de canne qui restait longuement sur le palais. J'aimais le rhum, mais je n'aimais pas être là. La bouteille était presque vide. C'était une de ces bouteilles plates que les gens des villes tranquilles emportent aux courses de chevaux ou en voyage. Non, je n'aimais pas être là, à surveiller le prisonnier et à rêvasser à propos de la bouteille.
Assis là, je pensais que j'aimerais être chez Manolo, ce café du début de l'avenue Amazonas à Quito. Ouais. J'allumai une cigarette et l'homme se mit à me parler. « Tu peux m'en donner une, mon frère ?» Je maudis le flair de ce type. Il m'en restait peu, et qui sait si je trouverais de quoi fumer quand elle serait terminée. Mais on peut pas refuser une cigarette. Moi aussi, je connais la prison et je sais comme ça donne envie de fumer. De plus, c'était ces dernières heures. Je fis passer une cigarette allumée sous la porte. « Merci, mon frère. »« M'appelle pas ton frère. Nous sommes tous frères. Cain et Abel étaient frères. »« Tais-toi. » Le prisonnier ne parla plus, et c'était mieux comme ça. Je pensais à la femme. Nous avions mangé ensemble à midi. Elle m'avait emmené dans une maison où on entrait par un trou d'obus. Dedans, il y avait 2 vieilles édentées qui souriaient avec malice en me regardant. « Il n'est pas d'ici, le compadre, commenta l'une. « Non. »« Non, d'un peu plus au sud, lui répondis-je. Elles préparèrent des tortillas et un petit pot de haricots. Elles nous laissèrent seuls. Dommage qu'on n'ait que de l'eau à boire. »« Moi, j'ai soif, répondis-je en sortant mon reste de rhum. Oh, tu peux boire du rhum en mangeant ? Non, mais de l'eau non plus. Ça me donne des parasites. Attends, je crois qu'il reste un peu de café. Pendant qu'elle se penchait sur le réchaud, je la pris par la taille. Je sentis son dos contre ma poitrine et je l'embrassai sur la nuque. Attention, les vieilles peuvent revenir. Et alors ? On est censé faire la révolution pour être libre. Toute cette sale guerre, c'est pour ça, non ? Tu ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois comprendre ? Elle m'embrassa et me fit promettre de revenir à la nuit tombée. Le soleil continuait à taper fort. De temps en temps, je pensais aux prisonniers qui cuisaient là-dedans et je chassais immédiatement cette idée de mon esprit. C'était pas mon affaire et je n'aimais pas être là. Je maudissais cette guerre dans laquelle j'étais volontaire, cette maudite guerre qui se prolongeait toujours plus qu'on ne l'avait pensé. Je finis par lui parler. « Tu veux fumer ? » ?»« Si tu m'invites, mon frère. »« Je t'ai dit de ne pas m'appeler mon frère. » J'allumai 2 cigarettes et je lui en passai une sous la porte. « Merci, mon frère. »« Ça va, mon frère. Tiens. » Je lui passai la bouteille dans le ray de lumière entre la porte et le sol. « Bois un coup, mais pas tout. »« Merci, mon frère, mais je bois pas. »« On peut savoir pourquoi, mon frère ? » ?»« Parce que je suis évangéliste, mon frère. »« À te faire foutre !» Ma chemise collée, mes bottes me torturaient comme d'habitude. J'essayais de penser à autre chose, à d'autres endroits, pour ne pas sentir la chaleur du soleil. « Mon frère !»« Qu'est-ce que tu veux ? » ?»« Quand est-ce qu'on va me fusiller ? » ?»« Je sais pas. On te l'a pas dit ? » ?»« On m'a rien dit, mon frère. Mais ça fait rien. Je sais qu'on va me fusiller bientôt. Je le mérite. Putain, si tu veux te confesser, je vais appeler un curé. »« Non, mon frère, merci. Je t'ai déjà dit que je suis évangéliste. » Ce type devait être cinglé. Peut-être que son cerveau était cuit. Je l'avais jamais vu, mais au timbre de sa voix, c'était un homme jeune. « Tu sais pourquoi je suis ici, mon frère ? » ?»« Parce que t'es un mouchard. »« D'accord, mais c'est par amour. »« Par amour ? Par amour ? Tu as dénoncé et envoyé à la mort des dizaines de gens ? Tu as une drôle de conception de l'amour. » »« Parfois, l'amour et la haine se confondent, et personne ne peut nous montrer la différence. Ne me hais pas, mon frère. »« Je ne te hais pas. Et pour l'amour du ciel, ne m'appelle pas mon frère. » Cette conversation avec le prisonnier me mit de mauvaise humeur, et pour comble, la bouteille était vide. Le crépuscule arriva, apportant un peu de brise du lac et pour moi la relève. « Du nouveau ? Non, rien. Si tu te dépêches, tu peux manger du porc. » Et comment que je me suis dépêchée ? Il y avait des semaines que je n'avais pas goûté un morceau de viande. Après le souper, j'ai essayé de trouver des cigarettes et j'ai eu de la chance. Le kiosque de la place était ouvert.
et éclairé comme si la guerre était très loin d'ici. Et on m'a non seulement vendu des cigarettes, mais une bouteille de rhum et un pot de jus de mangue. Bien ravitaillée, mon humeur s'est améliorée, et j'ai bu une bière glacée avec 2 combattantes. Étrangement, la guerre disparut dans la nuit étoilée, et les femmes parlèrent de l'avenir avec une désinvolture qui me surprit d'abord, puis finit par m'écœurer. Elles étaient odieusement optimistes, et je me suis toujours méfiée de ce genre de gens. J'ai appris de Pablo qu'à la longue, il porte malheur. L'obscurité me décida à porter mes pas vers la maison des vieilles. L'une d'elles me reçut avec un petit rire malicieux. « Oh, notre ami du Sud est revenu. »« Oui, je suis revenu. Entrez, entrez, vous êtes attendus. » La vieille disparut sans arrêter son petit rire. À l'intérieur, la femme était en train de suspendre une moustiquaire au-dessus du hamac. « Comment s'est passé ton après-midi » Dans un meuble, je trouvai 2 verres et je préparais du rhum avec du jus de mangue. Mal. J'étais de garde du prisonnier. Ah, tu le connais? On m'a dit qu'il est d'ici, lui aussi. Je préfère ne pas parler de ça. T'as raison. Ne parlons pas de lui. Tiens, on peut dire que c'est un cocktail équatorien. Tu aimes les cocktails? Si on arrive vivant à Managua, je t'invite à boire un martini dry et je te laisserai manger mon olive. Je te le promets. En lui tendant son verre, je la pris par la taille, et en essayant de l'embrasser, je m'aperçus qu'elle pleurait. Tu peux me dire ce qui se passe? Rien. Il ne se passe rien. Rien? Écoute, que les choses soient claires. Je veux être avec toi, tu comprends? Tu me plais, et je veux être avec toi cette nuit. Ni toi ni moi ne savons ce qui va arriver demain. Tu comprends? La seule personne qui connaît son avenir dans cette maudite ville, c'est le prisonnier. Il sait qu'on va le tuer avant le lever du soleil. J'en ai marre de cette maudite guerre. Et je ne désire rien d'autre qu'être avec toi, mais si c'est possible, avec un peu de joie. Tu peux comprendre ça? Maintenant, si tu veux que je me tire, dis-le. Et on n'en parle plus. J'avais envie de m'en aller, mais la femme m'a retenue. Ça va. Assieds-toi là, à côté de moi. Toi aussi, tu me plais. Tu me plais depuis notre première rencontre, même si nous ne nous sommes rien dit. Moi aussi, je suis fatiguée. Et ce qui peut arriver demain m'est égal. Moi aussi, je veux être avec toi cette nuit. Mais avant, il faut que je parle. Il faut que je parle à quelqu'un. Pardonne-moi de me servir de toi. Mais c'est comme vomir. Ce que je vais te dire, ce sera comme vomir. Mais parfois, il faut vomir ce qui nous pourrit à l'intérieur. Écoute-moi sans m'interrompre, je te répète que c'est comme vomir. Cet homme, le prisonnier, c'est mon mari. C'est encore mon mari. Je ne l'aime pas, je ne l'ai jamais aimé. C'est un pauvre diable qui n'est même pas assez intelligent pour être méchant. Je l'ai quitté il y a 4 ans, j'ai rejoint la lutte et je suis partie avec le camarade que tu as connu à Panama. Quand je l'ai fait, le prisonnier, mon mari, est devenu fou et s'est mis à dénoncer tous ceux qu'il pensait être des alliés du front. Aujourd'hui, je l'ai revu pour la première fois depuis 4 ans. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Qu'il avait fait tout ça par amour. Par amour pour moi. Tu te rends compte? Tu comprends ce que je ressens? Il m'a dit la même chose. Ai-je réussi à dire lorsque les coups de feu ont résonné et la femme m'a regardé avec des yeux rougis de veuve.
Dile